Bienvenue sur cette capsule Semio. On s'intéresse aujourd'hui au mécanisme du délire. Quels critères peut-on mettre en place pour pouvoir restituer avec justesse l'observation clinique d'un état délirant? Je vais me concentrer dans cette vidéo sur les mécanismes de base. Il y a deux grands aspects que l'on peut distinguer dans les délires. Il y a les aspects formels que je vais traiter dans cette vidéo et qui concernent les mécanismes et l'organisation. Et puis il y a les contenus, ce sont les thèmes du délire que je traiterai dans une vidéo ultérieurement. Alors le délire, très globalement, on pourrait le définir comme une appréciation erronée de la réalité à laquelle le sujet adhère avec conviction. En règle générale, le patient n'a pas besoin de justifier son idée délirante, elle lui apparaît comme évidente et juste, même si elle entre en contradiction avec la réalité et le vécu de tous les sujets qui l'entourent. On peut distinguer 4 états et je vais vous les présenter de manière progressive. On peut, chez certains patients, les retrouver comme étapes successives dans la construction de leur délire. Tout d'abord, on retrouve le pressentiment délirant. C'est l'état le plus léger parmi ceux que je vais vous proposer. Le pressentiment délirant signifie que le patient est plongé dans une atmosphère de forte charge émotionnelle. Il a la sensation d'évoluer dans un monde qui est rempli de signes. Dans cette ambiance, le sujet va faire des suppositions, des rapprochements. Il va se faire des idées en quelque sorte. Par exemple, le patient va vous dire il y a quelque chose dans l'air autour de moi, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que les gens sont énervés, il doit se passer quelque chose. Dans le pressentiment délirant, le contenu du délire, c'est-à-dire le thème sur lequel il pourrait se décliner, n'est pas défini ou pas encore défini. Et c'est pourquoi le patient n'a pas d'explication à donner et qu'il propose un discours un petit peu flou. Alors, il y a quand même une tonalité particulière et généralement c'est associé à des états de peur, d'angoisse, de sentiments d'étrangeté, de bouleversement. On peut retrouver dans quelques cas des sentiments d'euphorie ou d'excitation par exemple. Deuxième état, c'est ce qu'on appelle la perception délirante, où il y a une interprétation erronée d'une perception réelle. Donc par exemple, un patient va vous dire qu'un chat qui vient de lever la patte et regarder dans une direction correspond à un signe de Dieu qui lui est envoyé. Généralement, ces interprétations erronées de perception sont en référence directe avec le sujet sans qu'il y ait un motif rationnel ou émotionnel qui soit compréhensible. Un autre état qu'on peut retrouver, c'est l'intuition délirante. Donc l'intuition délirante, c'est l'apparition soudaine d'une conviction délirante qui est purement mentale. À la différence de la perception délirante qui s'appuie sur des perceptions réelles dont l'interprétation est erronée, l'intuition délirante est uniquement le fruit de l'activité psychique du sujet. Par exemple, un patient va vous dire qu'il sait qu'il va recevoir le prix Nobel parce que grâce à d'autres mécanismes comme une télépathie par exemple, il a réussi à résoudre un conflit géopolitique. L'intuition délirante peut aussi avoir un caractère rétroactif et faire référence à un passé très lointain. On parle alors d'intuition délirante mnésique. Un patient va vous dire que en fait, il a réalisé que depuis son plus jeune âge, il avait des super pouvoirs. Il les réalise maintenant, il y a cette conviction délirante soudaine qui apparaît sous forme d'intuition, mais elle revisite le passé lointain du sujet. Donc les deux états que je vous ai présentés, la perception délirante et l'intuition délirante, sont en fait les prémices de ce qu'on appelle l'idée délirante, qui est caractérisée par une conviction délirante de nature persistante chez le sujet. Donc il y a quelque chose de plus abouti et vous allez voir par exemple un patient qui va vous dire ça fait maintenant 2-3 mois, je sais, j'ai une intelligence supérieure et la raison de cette intelligence hors norme, c'est que je viens d'une planète d'un autre univers qui s'appelle la planète Kepax. Alors ces idées délirantes, comme je l'évoquais en introduction, peuvent se décliner sous différents thèmes et je présenterai ça dans une autre vidéo. Je voulais m'attarder pour conclure cette vidéo sur l'organisation du délire. Il y a deux aspects que l'on peut prendre en considération. La première, c'est la systématisation du délire. À quel point le délire est structuré, construit, voire même fermé quand la systématisation est très forte ou très sévère, on pourrait dire. Lorsque c'est le cas, il n'y a plus de place à des formes de questionnement, il n'y a plus aucune ouverture et toute tentative d'objection sera immédiatement rejetée par le patient qui va dénoncer une forme d'oppression et d'un travail de persuasion que vous faites à son endroit. Donc techniquement, la systématisation, elle peut s'apprécier en fonction du degré de lien que vous avez entre
différents symptômes délirants, les troubles de la perception, s'ils présentent par exemple des hallucinations, des troubles du moi, comme un état de dépersonnalisation ou de déréalisation, et même le lien, sa manière de l'articuler avec d'autres expériences non pathologiques. Donc l'idée, c'est de voir si le patient introduit des types de causalité ou de conséquences entre les différents éléments, alors que ce soit des liens qui soient logiques ou non logiques ou paralogiques, peu importe, mais si lui les perçoit comme la conséquence l'un de l'autre ou comme une manière de justifier l'intégralité de son délire. Donc, comme je l'évoquais, si on a quelque chose de complètement ficelé, fermé et structuré, on a une systématisation qui est très forte. Et si vous repérez moins d'éléments, moins de liens entre les différents éléments, on va être dans quelque chose de plus léger. Dernier point pour pouvoir observer techniquement l'activité délirante, il s'agit du dynamisme du délire. Et là, on va s'intéresser à la charge émotionnelle qui est associée au délire. Est-ce qu'il y a une participation affective massive ou est-ce que sa dynamique est beaucoup moins imprégnée d'affect? Ce qu'on retrouve dans certaines schizophrénies de longue évolution. Vous pourrez retrouver avec d'autres capsules Semio des choses plus précises sur les différents thèmes que l'on retrouve dans les idées délirantes. Restez bien branchés sur les comptes au greffe. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt.